Alors, merci à vous. Bonsoir à vous. Donc, on est à la Cuverie. Donc, je suis Adrien Millard, je m'occupe de l'animation des afterwork de la Cuverie. Rendez-vous, peut-être que vous avez peut-être déjà pu pratiquer en visio. Là, c'est bien que vous soyez en présentiel. Merci à vous d'être venus. C'est toujours plus convivial. Donc, c'est le premier afterwork de la Cuverie en 2023. C'est toujours un plaisir d'organiser ces rendez-vous thématiques. La précédente édition, nous avons vu des experts de la vitiforesterie nous présenter des méthodes de conduite de la vigne respectueuses de l'environnement. Alors, je rappelle, avant de commencer nos interventions de ce soir, que vous pourrez retrouver donc les vidéos sur la chaîne YouTube de la Cuverie, parce qu'il y a une prise en même temps donc, de vidéos des interventions. Alors, pour commencer, la Saint-Vincent a été l'occasion de fêter une année record en quantité et en qualité pour le champagne. Une année exceptionnelle. La tension sur le marché du raisin était déjà importante en 2022. Elle risque de l'être à nouveau en 2023. Alors, pour les viticulteurs, deux choix s'offrent à eux, vendre son raisin ou cultiver son indépendance en travaillant sa commercialisation. Dans les deux cas, le groupe FDSEA vous accompagne. Alors, dans ce contexte, ne faut-il pas essayer de mieux valoriser son champagne quand tous les signaux sont au vert? S'adresser au marché asiatique n'est pas chose aisée, mais malgré tout, quelques données pourront peut-être vous donner envie de vous lancer, sans trop se compliquer l'existence. Tout d'abord, cette étude de DDMA de 2020 vous révèle que 70% de la population chinoise, par exemple, si je prends la population chinoise, pense que la nourriture étrangère est meilleure. 80% de la population qui a une tranche de revenus supérieure, des plus élevés. Donc voilà, c'est une proportion importante des consommateurs chinois qui sont fans de la nourriture étrangère. Ils préfèrent les restaurants étrangers à 60%. Et ils préfèrent donc également à 60% les alimentations étrangères pour leur alimentation personnelle. La France se situe en 7e position par rapport donc, aux exportateurs vers le marché, vers la Chine. Et on voit aussi sur le diagramme qui est un petit peu petit pour ceux qui sont présents, mais on voit l'expansion importante des autres pays asiatiques. Donc en vert, vous avez Singapour, en noir, la Malaisie, Hong Kong, ensuite le Japon. Vous voyez que c'est le PIB donc, par habitant qui explose réellement pour ces pays. Donc potentiellement des acheteurs, il n'y a pas que la Chine, évidemment. Il y a aussi des petits pays qui sont particulièrement intéressants à aller essayer de toucher. Alors, nous allons voir ce soir, tout d'abord, quelques précautions à prendre avant de se lancer. Et avant de vous introduire donc, les deux premières intervenantes, je vais juste citer donc, Albert Jacquard, la richesse naît dans la différence. Alors, nous allons profiter ce soir de la richesse du groupe FDSEA 51. La première des richesses, c'est bien sûr ses collaborateurs, donc Éléonore Renaud, ici présente, consultante en développement commercial viticole pour FDSEA Conseil, est associée ce soir à Karine Jacquard, responsable marketing de l'informatique. Elles aident toutes les deux donc, les vignerons sur le sujet de la commercialisation. Et nous allons voir quelques petites trucs et astuces ce soir. Nathalie Ferry, cofondatrice de Deal Export, est basée à Troyes, propose avec son associé King Nguyen donc un accompagnement aux primo-exportateurs comme aux exportateurs confirmés. Et elle nous fera un point sur le contexte asiatique. Xavier Coche, donc domaine viticole Coche et Fils, situé à Dormans, partagera son retour d'expérience des différentes démarches réalisées sur le marché asiatique, notamment. Et ensuite, nous passerons la parole donc à Donatien Brunel et ses collègues donc Aleuteria Marcos et Adja Fofana, chargés d'affaires internationales pour BPI, pour présenter les dispositifs pour réduire les risques à la prospection à l'export. Et nous finirons ces échanges avec un cocktail pour tous ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à rester. Voilà, après cette petite introduction, j'invite donc Éléonore et Karine à me succéder. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin de chaque intervention. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Alors du coup, au niveau de notre intervention avec Éléonore, on a envie de ne pas le faire de façon complètement traditionnelle. Et du coup, on vous a préparé un sketch. Enfin voilà, une petite scénette pour vous parler un petit peu justement de l'export par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir avec des clients et des adhérents. Donc, on vous demande de la bienveillance parce qu'on n'est pas du tout actrice. Donc voilà. On va commencer. Donc, on est deux copines vigneronnes, on ne s'est pas vues depuis un petit moment et on se raconte un petit échange. Voilà, on échange, on papote autour de ce qui nous est arrivé dernièrement. Voilà pour la mise en situation. Ouais, c'est parti. Bah, Karine, ça fait plaisir de se revoir, ça fait bien longtemps. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu sais, ma pauvre Éléonore, c'est compliqué. L'année dernière, ça a été un enfer. Il va falloir que tu m'en dises un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, Marc, sa lubie, c'est de vouloir se développer à l'export. Et donc, du coup, bah, il a décidé d'essayer. Jusque-là. Et donc, pardon. Et donc, bah, à partir de là, ça a été galère sur galère. Bon, ça avait pourtant bien commencé. On a un importateur qui a pris contact avec nous et il avait goûté notre vin chez un de ses amis et il a dit qu'il voulait travailler avec nous. Ah oui, c'était une super opportunité. Et donc, c'était pour quel pays? C'était pour le Japon. Il nous dit, bah voilà, j'ai plusieurs clients qui seraient intéressés, ils aiment bien ce type de vin, donc on voudrait avancer avec vous. Et donc, du coup, il y aurait à peu près une dizaine de palettes par an qu'on pourrait commercialiser. Et du coup, bah... Comment vous avez fait alors? Vous êtes renseigné un petit peu avant? Comment vous avez géré? Bah, tu connais Marc, hein, lui, il a eu les paillettes dans les yeux, il s'est dit, oh, génial, 10 palettes d'un seul coup qui partent, c'est top, on y va, bingo. Et donc là, bah, on a commencé un petit peu à se renseigner, effectivement. Nous, on faisait que de la vente en Europe, donc vente au grand export, c'était un petit peu compliqué. Et là, oh là là, c'était galère sur galère. Hein. Le Japon, c'est pas simple. Je comprends, je crois qu'il y a plein de normes. Même vous avez dû même changer les étiquettes. Enfin, il y avait plein de trucs à faire sûrement. Oui, tout à fait. Quand on a commencé à se lancer dedans, Marc, il avait négocié un prix, mais simplement, on ne s'était pas rendu compte que ça pouvait être compliqué, que ça allait nous prendre énormément de temps. Effectivement, il a fallu qu'on refasse nos étiquettes. Après, il a fallu qu'on fasse la traduction de nos fiches produits. Une fois qu'on les a envoyées, nos fiches techniques, une fois qu'on les a envoyées, eh ben, on s'est aperçu qu'il manquait des informations qui étaient nécessaires pour le pays. Donc, il a fallu qu'on les refasse. Et puis là, on a découvert les méandres de la douane, des déclarations de douanières. Par exemple, tu savais que la nomenclature France et Japon, bah, c'est pas la même. Ah non, je savais pas. C'est vrai que ça m'a l'air complexe. Mais par contre, j'ai vu, vous êtes parti au Japon. Oui, c'était un super voyage. On est parti au Japon pour rencontrer justement les clients de notre importateur. Et heureusement que l'importateur était là, parce que c'est une culture complètement différente. Et je pense que s'il n'avait pas été là, bah, on aurait fait boulette sur boulette. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là, ça roule. On a réussi à trouver pour avoir une marge qui est correcte. En plus, bah, vu qu'on expédie en grosse quantité, c'est vrai que ça fait gagner de temps. Et j'ai passé vraiment du temps pour bien paramétrer mon outil de gestion commerciale. Et là, j'ai vraiment un gain de temps efficace. Donc, si je comprends bien, l'export, ça peut être une belle opportunité, mais il faut quand même mieux se préparer. C'est ça. Fin de notre scénette. Merci pour votre bienveillance. Bon, bref, on avait voulu introduire le sujet un peu de manière différente. Donc, peut-être que vous avez retrouvé certaines situations où ça vous a peut-être fait un peu sourire. Donc voilà, est-ce que vous avez rencontré des situations similaires ou qu'est-ce que vous aurez conseillé à cette vigneronne? Changer de mari? Non. Bon. Eh bien, en tout cas, nous, on a réfléchi un petit peu à tout ça et on va vous proposer 5 petits tips, conseils pour pouvoir réussir à l'export. Alors, vous en avez sélectionné 5. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais voilà, on voulait souligner ces 5 parties. La première, je me différencie. Deuxième conseil, je connais mes capacités. Je reviendrai en détail sur l'ensemble. Je propose des tarifs cohérents.
je connais les bases de la réglementation export, ça peut servir, et je dispose d'outils adaptés. Alors, c'est vrai que dans la CNET, on n'en a pas vraiment parlé, mais pour nous, ça nous paraît très important. La première chose, avant de se lancer à l'export, ou même de toute façon pour développer son commerce, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui me différencie? Quelle est l'identité? Quelle est mon identité? Quelle est l'identité de mes champagnes? C'est vraiment quelque chose d'important de réfléchir à ces éléments vraiment distinctifs. Alors, ça peut être sur l'histoire, la philosophie de la maison, le terroir, la viticulture. Enfin, en tout cas, c'est qu'est-ce qui différencie mes champagnes et ma maison. Vous avez de la chance, c'est que votre métier, déjà, rien que vigneron, ça vous différencie par exemple des maisons de champagne. Et vous pouvez donc vous en servir pour aussi magnifier le métier de vigneron. Ce qui est sûr, c'est que plus on va loin à l'export, et plus l'export est exigeant, et peut-être qu'il faut d'autant plus réfléchir justement à ces éléments distinctifs. Et puis, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que cette valorisation, ces éléments distinctifs, c'est ce qui va aussi vous permettre de valoriser votre marque et de ne pas avoir un discours uniquement basé sur le prix. C'est vraiment un exercice important et que tous ces éléments distinctifs se retrouvent aussi, soient reflétés sur l'ensemble de vos supports de communication, de votre étiquette jusqu'à vos réseaux sociaux. Deuxième point, je connais mes capacités. Alors ça, c'est très, très vaste. Mais c'est vrai qu'avant de se partir à l'export, ce qui est bien de faire, hyper important de faire, c'est son diagnostic. Voilà, il faut éviter de faire comme la collègue Karine Vigneron, de partir comme ça bien tête. L'idée, c'est de se poser et de réfléchir à son entreprise. Déjà, qui va aller à l'export? Qui va gérer dans l'exploitation cette partie-là? Et est-ce que j'ai du temps à y consacrer? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que, par exemple, je sais parler anglais? Ou est-ce que j'ai au moins quelques notions? Est-ce que je sais parler d'autres langues? Ça peut être, est-ce que je connais les bases de la réglementation douanière? Est-ce que je connais les formalités ou au moins les principes de base? Voilà, c'est se poser toutes ces questions-là. Et la partie capacité financière. Aller à l'export, ça reste un investissement. Donc, il faut aussi réfléchir à est-ce que mon entreprise est saine et est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai le budget pour. Donc, pour ça, il faut aussi budgétiser ces démarches à l'export. Vous allez avoir sûrement plein d'investissements. Hein, ça peut être peut-être qu'il faudra recruter ou en tout cas, il faudra peut-être participer à des salons pour pouvoir prospecter. Vous allez peut-être devoir être amené à mettre à jour votre site internet ou en tout cas le faire traduire. Voilà, il y a plein d'investissements comme ça, donc il faut essayer de réfléchir à tous les investissements que vous devez mettre en place et de mettre les budgets derrière. La production aussi. Est-ce que dans quelles circonstances se place votre projet? Est-ce que vous avez des stocks? Quel stock? Quelle quantité? Est-ce que l'idéal, c'est de se projeter dans quelques années combien de bouteilles je veux vendre? Donc, au moins avoir une marge de progression. Donc, ça veut dire que derrière, est-ce que vous avez la capacité de stockage des bouteilles? Est-ce que vous avez la capacité tout simplement à produire des bouteilles sur votre exploitation? Et puis aussi, c'est la capacité à s'adapter. Parce qu'on sait qu'avec l'export, peut-être qu'il va falloir changer d'étiquette ou au moins la contre-étiquette. Donc, du coup, est-ce que vous avez déjà une contre-étiquette, pardon, je vais y arriver, ou en tout cas, est-ce que c'est envisageable? Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser. Ou même, tout simplement, il va falloir expédier vos bouteilles de façon sécuritaire et qualitative. Donc, ça veut dire qu'il faut penser peut-être au carton renforcé, aux palettes, etc. Donc, ça demande une organisation en amont. Alors, tout ça, c'est qu'une toute petite partie, on va dire, du diagnostic export que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez utiliser, c'est ce petit, c'est le SWOT. C'est un outil très, très simple, mais très efficace. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet de mettre en perspective les forces et faiblesses de votre entreprise. En face, l'environnement externe. Donc, en gros, là, c'est les opportunités et les menaces sur le marché. Par exemple, si je reprends l'exemple de pour l'export, ce serait quand même bien de savoir parler anglais. Bah oui, mais sur l'entreprise, il n'y a personne qui sait parler un mot d'anglais.
Pourtant, à l'export, c'est vrai que ça reste la langue utilisée majoritairement. Donc, comment je fais? C'est soit je fais une formation intensive, accélérée pour peut-être avoir des notions, ou est-ce que j'ai le potentiel pour embaucher quelqu'un qui a les compétences pour parler anglais? En tout cas, c'est essayer de réfléchir à, voilà, j'ai ma situation, mais qu'est-ce que je fais pour l'améliorer et qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Troisième point, et pas des moindres, c'est les tarifs. Donc, je propose des tarifs cohérents. Alors, cohérent, ça veut dire quoi au juste? L'idée, de manière générale, c'est qu'on dit qu'il faut quand même qu'entre votre tarif export et le tarif particulier France, il faut qu'il y ait un gros écart, entre guillemets, pour que justement les importateurs, ils s'y retrouvent et puis se disent, bah oui, je vais pouvoir me faire de la marge et la différence de tarif est acceptable. Donc souvent, se lancer à l'export, ça veut dire aussi une revalorisation des tarifs particuliers France. Ceci est d'autant plus vrai si vous avez un site internet où vous affichez les prix. Bien sûr, vos tarifs doivent être cohérents avec le marché. L'idéal, c'est d'aller sur place, ou en tout cas d'avoir des informations sur le marché sur place. Qu'est-ce qui est vendu? À quel prix? Forcément, si vous retrouvez des produits où vous dites, bon, voilà, c'est grosso modo ce que je vends au prix où on pourrait retrouver mes produits, c'est qu'il y a sûrement de la place pour vous. Mais c'est à vérifier. Et bien sûr, avec vos coûts. Il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, partir à l'export, ça demande un certain investissement. Donc, bien vérifier que les coûts que vous engagez sont cohérents et que vous faites toujours de la marge. Comme disait Adrien, le but d'aller à l'export, c'est aussi d'augmenter vos marges. Je connais les bases de la réglementation. Ça peut aider. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Karine, donc Karine, là, dans la situation, elle répondait à une opportunité. Donc, c'est super d'avoir une opportunité. Mais disons que pour un développement durable à l'export, c'est bien d'avoir un minimum de bases, en tout cas, base de réglementation ou en tout cas toutes les formalités pour justement ne pas être pris au dépourvu et pour pouvoir être le plus réactif possible si vous avez un jour des demandes. Donc c'est large, ce que je vous disais, ça va de la commande, qu'est-ce que je mets dans mon offre, ça va être les quantités, peut-être les modalités de paiement, l'élaboration des documents, ça va... mince, je ne trouve plus mes mots. Ça va justement de l'édition peut-être... Oui, toute la partie paperasse et administrative qui peut être plus ou moins longue en fonction des pays. Donc ça, par contre, vous avez plein de ressources, même sur les douanes ou sur le CIVC, qui vont vous donner des informations exactes pays par pays. Et c'est bien d'avoir une base, au moins, sur l'ensemble des formalités. Oui, petite autopromotion. Du coup, on organise avec le Viti Business. Donc, c'est l'entité d'accompagnement commercial de FDSEA Conseil. Au mois d'avril-mai, justement, une formation sur comment mettre en place sa stratégie à l'export. Et puis derrière, les formalités de base pour partir à l'export. Donc, en tout, c'est une formation de 3 jours, donc c'est déjà assez intense. Il y a pas mal de choses à faire et à dire sur l'export. Et pour pouvoir compléter également ce que vient de dire Éléonore, il faut bien avoir en tête qu'il y a aussi besoin d'outils adaptés pour pouvoir réaliser justement tout ce qui va être le travail à l'export. Dans cet outil adapté, ça peut être des outils, on va dire, publicitaires et marketing, comme un kit de présentation à l'export où vous avez finalement un petit leaflet avec déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur, toutes les informations pour pouvoir présenter à vos futurs clients, des fiches de dégustation qui sont traduites, avec faire attention aux spécificités aussi, aux attentes de chaque pays. Le site internet qui peut être également, c'est recommandé qu'il soit traduit en plusieurs langues si vous souhaitez vous développer à l'export. Et les réseaux sociaux, il faut savoir que les réseaux sociaux, ils n'ont pas tous le même impact
en fonction des pays. On a regardé justement pour le Japon, on s'est dit est-ce qu'il y a un autre réseau social qui existe pour le Japon? Et effectivement, c'est Line, L-I-N-E, qui est un sorte de WhatsApp mais japonais. Et donc, du coup, voilà, c'est le premier des réseaux sociaux utilisés au Japon. Après, il y a Twitter, Instagram et Facebook. Mais voilà, en fonction des pays, bien faire attention aussi aux différents réseaux sociaux qui sont utilisés pour pouvoir communiquer sur ces réseaux sociaux. Et effectivement, vous avez aussi besoin d'un outil de gestion commerciale qui va être adapté. Et là, dans le cas, je vais vous prendre l'exemple de Terviti, mais c'est vraiment un outil de gestion commerciale qu'il vous faut pour pouvoir vous accompagner. Un outil de gestion commerciale va vous accompagner par rapport déjà à la personnalisation de votre fichier client. Il va vous sécuriser sur les informations qui vont être renseignées. Par exemple, avoir tout ce qui est historique des commandes et des factures de votre client. Avoir une mini CRM qui peut être intégrée pour pouvoir connaître les différents échanges que vous avez pu avoir avec vos clients, les différents mails que vous avez envoyés, les documents, les contrats que vous avez pu avoir, les stocker pour pouvoir les retrouver facilement. Également, avoir une gestion autour de tout ce qui est assurance, impayé ou à facturation, la facturage. Et aussi, comme disait Éléonore, facturer au bon prix, donc avoir des catégories tarifaires qui soient bien renseignées et qui soient mis en automatique. Donc ça, c'est pour la sécurisation au niveau des informations des clients. Et après, il y a comment je vais pouvoir gérer de la commande à l'expédition, m'assurer que tout est OK, tout va bien se dérouler. Et donc, avec des logiciels de gestion commerciale comme Terviti notamment, on va pouvoir gagner du temps parce qu'on va avoir des automatisations au niveau des règles. Quand je suis en export, il va tout de suite savoir quel paramétrage faire par rapport à la gestion des CRD, par rapport à la gestion des taxes. Il va y avoir aussi la possibilité de consulter au moment où vous saisissez la commande, où votre client est là, si vous avez le stock disponible pour pouvoir honorer la commande qu'il vous passe. Générer également tout ce qui va être préparation, générer l'ensemble des documents de la préparation jusqu'à l'expédition de la commande avec des liens avec les transporteurs. Également, réaliser les certificats d'origine, donc faire les demandes de certificats d'origine directement à l'interprofession. Donc, il existe des logiciels qui permettent de le faire. Terviti en fait partie. Et également, générer l'ensemble des documents d'accompagnement électronique, les DAE, au format DTI+, pour vous faire gagner du temps et pas avoir à ressaisir sans arrêt sur Prodweb. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions suite à notre petite intervention? Donc voilà. Et du coup, si vous n'avez pas de questions, on vous remercie beaucoup pour votre attention.